Il existe un endroit dans les vallées himalayennes où le temps semble s'être arrêté. On associe souvent ce petit royaume bouddhiste comme l'un des pays les plus heureux et paisibles au monde. Mais cette image cache une réalité bien différente. Quelque part dans ces mêmes montagnes, des milliers de machines tournent jour et nuit, sans jamais s'arrêter, en produisant quelque chose que le monde entier se dispute. Ce pays est le Bhoutan, et il possède discrètement des centaines de millions de dollars en Bitcoin. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une théorie du complot, ni un énième article de presse sur les crypto-monnaies. C'est l'histoire d'un pays qui a compris qu'il ne pourrait jamais jouer selon les mêmes règles que les grandes puissances mondiales. Une histoire qui mêle géopolitique himalayenne, énergie hydraulique et révolution financière. Et d'une certaine façon, c'est peut-être l'une des histoires les plus fascinantes de notre époque. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment le Bhoutan. Ce n'est pas juste un petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, c'est un royaume qui a passé des siècles à se protéger du monde extérieur. Pendant longtemps, les étrangers n'avaient tout simplement pas droit d'y entrer. Et quand le monde moderne a finalement frappé à la porte, le Bhoutan a eu une réponse assez remarquable. Il l'a accueilli, mais à ses conditions. Il faut savoir que c'est le seul pays au monde à avoir popularisé le concept de bonheur national brut. Au lieu de mesurer son succès à travers la croissance économique, le gouvernement mesure le bien-être psychologique de ses citoyens. Le Bhoutan est pauvre en ressources naturelles, pas de pétrole, peu de minerais, et surtout, avec l'ouverture progressive du pays et l'accès à Internet, une partie de la jeunesse commence à regarder ailleurs. Les départs augmentent progressivement, et en 2023, plus de 1700 fonctionnaires quittent leur poste en quelques mois. Pour un pays d'un peu moins de 800 000 habitants, c'est un signal d'alerte. Cette question économique ne date pas d'hier. Bien avant ce pic d'exode, le Bhoutan cherchait déjà à créer de nouvelles ressources de richesse. La réponse, ils l'ont trouvée dans les montagnes, pas dans la roche, dans l'eau. Chaque été, quand les glaciers himalayens fondent, les torrents débordent. Les barrages produisent plus d'électricité que la population entière ne peut consommer. Traditionnellement, cet excédent était exporté vers l'Inde. Jigme Kesar Namgyal Wangchuk inaugurated 1020 megawatt Punat Sangchu second hydroelectric project developed jointly by the government of India and the Royal Government of Bhutan. C'est là que quelqu'un dans les bureaux des fonds souverains bhoutanais a une idée qui allait tout changer. Cette question économique ne date pas d'hier, et ce virage commence bien plus tôt, autour en 2019 où le Bitcoin tourne autour des 5 000 $. La plupart des gouvernements regardent les crypto-monnaies avec un mélange de méfiance et d'incompréhension. Et dans ce contexte, le Bhoutan commence à construire quelque chose que peu de gens en dehors du pays vont remarquer. Pas juste à acheter du Bitcoin, mais bien à bâtir l'infrastructure nécessaire pour en produire eux-mêmes. Et c'est là que la géographie bhoutanaise devient un avantage que personne d'autre ne possède. Miner du Bitcoin génère une chaleur colossale. Une seule machine de minage consomme entre 3000 et 5000 watts. Et quand tu en installes des milliers côte à côte, la chaleur devient un problème technique, potentiellement fatal pour les équipements. Dans la plupart des pays, le refroidissement représente une part énorme des coûts. Au Bhoutan, une partie du travail est déjà faite par le climat. L'air froid des montagnes réduit naturellement les coûts de refroidissement. À l'altitude où se trouve leur site, entre 1500 et 3000 mètres, la température ambiante est naturellement basse toute l'année. L'air est froid, sec et constamment renouvelé par les vents de montagne. En pratique, ça signifie que le climat réduit une partie du coût de refroidissement. Mais les images satellites montrent qu'il y a quand même des systèmes de refroidissement. Simplement, l'air froid des montagnes fait une grande partie du travail. Parlons des lieux eux-mêmes, parce que le Bhoutan n'a pas construit un seul endroit. Il en a construit plusieurs, et chacun raconte quelque chose sur la façon dont ce projet a été pensé. Le premier site est installé près du col de Doshula. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des endroits les plus visités du Bhoutan. Et pourtant, la construction a commencé en 2020, dissimulée à quelques centaines de mètres de la route principale, invisible depuis les sentiers touristiques. Le deuxième site se trouve à Trongsa, dans le centre du pays. Un choix symbolique, car c'est là où se trouve le berceau de la famille royale. Un troisième site a été identifié dans le district de Dagana, dans une zone forestière dense du sud. Et puis, il y a le plus grand de tous, celui qui a occupé les ruines d'un projet gouvernemental abandonné. Education City, c'est une histoire qui mérite qu'on s'y attarde. En 2019, le gouvernement bhoutanais approuve un projet ambitieux, construire une ville universitaire internationale sur environ 4 km² dans la périphérie de Thimphu. L'objectif est de créer un endroit éducatif capable d'attirer des institutions du monde entier, de former la jeunesse sur place et éviter que les jeunes quittent le pays. Mais le projet est rapidement un désastre, bombé par des scandales politiques, de la mauvaise gestion et des retards. L'entreprise choisie pour construire le campus n'a aucune expérience dans le secteur éducatif. En 2014, le projet est officiellement abandonné. Les bâtiments construits restent là, au milieu de la forêt pendant plusieurs années. Puis au début des années 2020, quelqu'un remarque quelque chose. Les bâtiments, les routes internes, les connexions électriques déjà partiellement installées sont un point de départ parfait pour autre chose. Les hangars vides deviennent des salles de serveurs, les voies d'accès permettent d'acheminer des tonnes d'équipements et surtout les réseaux électriques sont déjà en place. Mais alors, d'où peut bien sortir toute cette électricité pour nourrir ces usines de minage ?
Les images satellites ont révélé des lignes à haute tension et des transformateurs industriels, reliant directement les centrales hydroélectriques au site de minage. Pas des connexions domestiques, des lignes capables de transporter des dizaines de mégawatts. Dans le cas d'Education City, les transformateurs et les lignes étaient visibles depuis les images satellites. Le Bhoutan possède plusieurs grandes centrales, dont Tala, la plus puissante, qui produit à elle seule plus de 1000 MW. Ces centrales suivent les saisons. En hiver, les débits baissent car les glaciers gèlent. La production est donc ralentie. En été, c'est l'inverse. Les eaux de fonte arrivent au torrent, les turbines tournent à plein régime et le pays se retrouve avec un excédent d'électricité qu'il ne peut pas absorber. C'est sur ces périodes d'excédent que les fermes de minage sont les plus actives. L'été bhoutanais, qui était autrefois synonyme d'électricité vendue à perte à l'Inde, est devenu la haute saison du minage. Pendant les mois plus creux, si nécessaire, les machines continuent de tourner avec de l'électricité importée d'Inde, parce que stopper et redémarrer des milliers de machines à ses propres coûts, et que la rentabilité à long terme justifie de maintenir les opérations. Pendant plusieurs années, le secret tient. Ce qui est fini par tout révéler, c'est un enchaînement que personne n'avait anticipé. En 2022, les plateformes de pré-crypto, BlockFi et Celsius s'effondrent. Dans les documents juridiques des faillites, un nom apparaît parmi les créanciers, Truck Holding and Investment. Le fonds souverain bhoutanais avait retiré des dizaines de millions de dollars de ces plateformes juste avant leur effondrement, signe que quelqu'un, Timfu, suivait les marchés de très près. Pour les analystes qui connaissaient le pays, la question devient immédiate, mais d'où venait tout cet argent ? En 2023, la réponse arrive. Des journalistes croisent des images satellites de Planet Labs prises à plusieurs années d'intervalle sur certaines zones du Bhoutan. Ce qu'ils voient, des terrains nivelés, des bâtiments rectangulaires apparus en quelques mois, des lignes électriques ajoutées, des transformateurs et même des systèmes de refroidissement de type data center. Exactement ce qu'on attend d'une ferme de minage industriel. À partir de là, les estimations commencent à circuler. Plus de 13 000 bitcoins accumulés, soit environ 260 millions de dollars, l'équivalent de 10% du PIB annuel du pays. En parallèle, le Bhoutan signe un partenariat avec Bitdeer et ouvre un nouveau chapitre au sud du pays. Bitdeer parle de 100 MW mis en ligne, de milliers de machines déjà en service et d'une montée prévue jusqu'à 600 MW. Un chiffre si élevé qu'une fois terminé, le site pourrait consommer plus d'électricité que le reste du pays. Le Bhoutan n'a pas eu le choix de jouer dans la même cour que les États-Unis ou la Chine. Mais au lieu de se plaindre de sa petite taille, il l'a transformé en avantage. La capacité de décider vite, d'essayer des choses que les grandes nations ne peuvent pas se permettre. Ce qui est remarquable dans leur approche, c'est qu'ils n'ont rien inventé de fondamentalement nouveau. L'hydroélectricité était déjà là, le climat aussi, les infrastructures d'Education City également. Et là où beaucoup voyaient encore la crypto comme quelque chose d'incertain, le Bhoutan, lui, a osé s'y engager. Et quelque part dans les montagnes bhoutanaises, entre les temples et les forêts, les machines continuent de tourner. Le coule, les glaciers fondent lentement et des bitcoins s'accumulent, heure après heure, dans les wallets du pays. Si cette histoire t'a plu, un like m'aiderait vraiment. Et si tu veux que je continue à aller chercher ce genre d'histoire ou des endroits inattendus, de là où on ne les attend pas, tu peux aussi t'abonner.